favorise la maladie chez ces enfants. Donc, on a pu démontrer que si ce PIB fécal était plus ou moins réglé, on pourrait diminuer fortement de plus de 50% même la prévalence de ces pathologies. Donc, les stratégies de prévention ont joué un rôle important pour essayer de réduire ces pathologies. Alors, en termes d'épidémiologie, donc on va commencer par les coccidiosis, coccidioses intestinales, donc qui sont des protozooses qui vont toucher donc l'intestin des enfants. Il y a plusieurs espèces, donc les trois plus, il y en a 4, mais les trois les plus importants. Donc, c'est Pictosporidium, qui va être responsable de la pictosporidiose, avec 2 espèces qui peuvent être incriminées. Pictosporidium parbon ou bien Pictosporidium hominis. Et vous avez également l'isosporose, qui est due à Cystoisospora abeli, qui est le pathogène qui est responsable de l'isosporose. Et vous avez la sarcocystose, qui est due à un parasite qu'on appelle Sarcocystis hominis. Alors, ces pathologies étaient considérées pendant très longtemps comme des pathologies bénignes, parce que en fait, l'impact sur la santé des enfants n'était pas très élevé. Mais depuis l'avènement de l'infection à VIH, ces parasitoses ont connu un regain d'intérêt parce qu'il y a ce qu'on appelle une interaction négative entre ces pathogènes et l'infection à VIH, chacun agissant de façon négative sur l'autre. L'infection à VIH va favoriser plus ou moins ces infections par ces coccidiosis, et ces coccidiosis également vont entraîner des complications qui vont entraîner une dégradation de la santé de ces personnes qui sont atteintes de SIDA. Ce qui fait que donc, depuis que SIDA est apparu, ces pathologies sont considérées comme des pathologies graves et parfois même sont des pathologies classantes de l'infection à VIH. Et quand on sait qu'il y a une forte population infantile qui est touchée par l'infection à VIH, on peut comprendre aisément la gravité de ces pathologies chez ces personnes vivant avec le VIH. La pictosporidiose donc, a une étiologie qui est commune et ça entraîne également donc, beaucoup d'infections diarrhéiques chez les enfants, aussi bien dans les pays développés que dans les pays en voie de développement. Et souvent, donc, chez les enfants immunocompétents, l'isolement du parasite est très rare, hein, c'est de 1 à 5% dans les pays du Nord et peut-être 1 à 10% dans les pays du Sud. Mais c'est vraiment des conséquences sur la croissance de l'enfant qui constitue un des principaux problèmes, notamment un retard de croissance pondérale et également une malnutrition et au niveau cognitif également, on peut avoir un impact négatif à ce niveau-là. Alors, chez l'enfant immunocompétent, souvent on a une diarrhée qui est une diarrhée aiguë, qui est parfois même spontanément résolutive. Hein. Par contre, chez les enfants qui sont immunodéficients, donc là, ces pathologies peuvent évoluer de façon insidieuse dans le long terme, avec des diarrhées chroniques, et donc qui peuvent parfois même se compliquer avec une atteinte des organes du voisinage, notamment donc, le pancréas, le canal cholédoque, tout ça, et donc entraîner donc une complication plus importante. Pour Isospora, donc vous avez donc une distribution qui est plus large au niveau mondial, avec tous les pays qui sont plus ou moins touchés. Donc c'est un paradis dont le réservoir est strictement humain, et il va parasiter donc la cellule intestinale qui est entérocyte, et va entraîner à ce niveau-là des destructions de la bordure en brosse et la membrane de Theiser, et donc ça va favoriser donc les symptômes de malabsorption qui vont évoluer vers un retard de croissance pondérale et pour des retards à ce niveau-là, et également des malnutritions qui peuvent aboutir vers la fin à une mortalité. Pour ce qui est donc de la cyclosporose et la sarcocystose, donc ces pathologies sont moins prévalentes dans nos zones. Donc c'est pourquoi donc on ne va pas trop s'y atteler, hein, mais sachez que donc c'est des pathologies qu'on peut fréquemment rencontrer, surtout chez les patients qui ont une infection à VIH et qui donc sont immunodépressifs. Les microsporidies, donc il y a plusieurs espèces. Mais il y a 2 espèces qui sont fréquemment rencontrées, c'est Enterocytosum et puis Encephalitozoum, donc qui sont des parasites qu'on peut observer chez les animaux et dans l'homme également, ce qui fait que donc, la contamination des milieux extérieurs peut se faire même par ces animaux.
et entraîner une contamination humaine. Et la particularité là aussi, c'est qu'ils sont inféodés, en tout cas, ils sont fortement liés à l'infection à VIH, surtout lorsqu'il y a une pression assez importante avec un taux de CD4 qui est inférieur à 100. Donc, ça favorise le développement de ces pathologies au niveau de la muqueuse digestive et ça va entraîner donc des complications à ce niveau-là. Un autre parasite qui était considéré pendant très, très, très longtemps comme non pathogène, c'est Blastocystis hominis. Mais là aussi, depuis quelques temps, donc, on a noté la survenue de manifestations cliniques chez les enfants en particulier. Donc, ils sont soit malnutris ou bien qui ont des infections qui les fragilisent. Et de plus en plus maintenant, donc, on considère ce Blastocystis-là comme étant un pathogène à part entière qui va être recherché et pris en charge sur le plan thérapeutique. Concernant maintenant les parasites qui appartiennent au groupe des Sarcomastigophora, on a deux groupes. On a d'abord ceux qui se déplacent par les pseudopodes, donc c'est les amibes le plus souvent. Et l'amibiase constitue une des pathologies les plus fréquentes au niveau mondial. Et c'est dû à un protozoaire qui est unicellaire qu'on appelle Antenova histolytica, donc qui va être responsable de la maladie. Donc, on peut avoir à ce niveau-là chez l'enfant une infestation lorsque l'enfant est contaminé par la forme non pathogène qu'on appelle Antenova histolytica. Actuellement, donc, il y a deux sous-genres qui sont très proches sur le plan morphologique. C'est pourquoi vous allez entendre parler de Antenova histolytica muta dispar, parce que sur le plan morphologique, ces deux espèces sont difficilement différenciables. C'est seulement en utilisant des techniques particulières telles que la biologie moléculaire on parvient à faire la différenciation. Par contre, l'espèce qui est responsable de la forme grave, qui est la forme maladie, donc c'est dû à Antenova histolytica, qui va entraîner un syndrome de santé classique avec les signes qu'on peut observer, avec une diarrhée très importante, et donc ils vont être responsables d'une déperdition très importante. La gravité, c'est que ces amibes pathogènes ont tendance à pénétrer dans le système sanguin et à être disséminés et entraîner des infections secondaires. Donc, on parle en ce moment d'amibiase tissulaire. Et les organes les plus touchés, souvent, ça peut être le foie, donc avec un abcès hépatique qui est très fréquent. On peut observer avec la triade de Fontan, que vous connaissez. Et ensuite, ça peut atteindre d'autres organes tels que les poumons ou même le système nerveux. Et là, la prise en charge thérapeutique, comme vous le voyez, donc, va être beaucoup plus compliquée avec un risque de mortalité qui peut être élevé. Alors, il existe d'autres types d'amibes qui normalement ne sont pas pathogènes, notamment Antenova coli, donc, qui est très fréquemment rencontré. Ce sont les amibes qui ne sont pas pathogènes, mais qui, en termes de prévalence, sont très importants. Vous avez également d'autres amibes qui vivent au niveau de la bouche, donc Antenova gingivalis, Antenova colici, et qui peuvent être également présents, mais qui, vous devez le savoir, donc, ne sont pas pathogènes, donc pas entraîner de manifestations cliniques, encore moins une mortalité ou bien même malnutrition de toute source. Alors, la prévalence des amibes est très élevée, comme je l'ai dit, hein, donc environ 10% dans le monde, et ça touche beaucoup plus les enfants, malgré également une prévalence assez importante et non négligeable chez les adultes, mais les enfants peuvent être touchés par ces amibes. La Giardiose, donc c'est là aussi c'est un pathogène qui est très inféodé aux enfants, donc qui est dû à un pathogène qu'on appelle donc Giardia lamblia ou bien qu'on appelle Giardia intestinalis, qui est particulièrement cosmopolite, mais fréquent dans tous les pays, aussi bien les pays sous-développés que les pays développés, mais avec une prévalence plus élevée, bien sûr, dans les pays dans la ceinture de pauvreté. Et par exemple, si on prend le Sénégal, en termes de parasites intestinaux, Giardia arrive au deuxième rang, après Antenova coli, qui n'est pas pathogène, comme je l'ai dit, mais qui, en termes de prévalence, est pathogène parasitaire intestinale qu'on peut rencontrer. Alors, cette giardiase donc, va entraîner une diarrhée parasitaire très importante, donc on verra tout ça dans la symptomatologie. Et surtout, c'est un parasite qui est fortement pourvoyeur de malnutrition et de retard statut pondéral, tout simplement parce que ça détruit complètement